Bon, c'est pas mal les discussions après le repas. Oui, c'est mieux Hein. Que rien dire. Non, 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 mais t'as raison. Le Non, mais texte dit, je pense que il y a des il faut moments où il lui ne faut pas donner un peu de méditer. Hein. dynamisme et Ah qu'après je oui, peux aller vers du plus oui, oui, calme. exactement. Après manger, en général, c'est pas le bon moment pour méditer. Euh, quand le corps est en train de digérer, on n'a pas trop d'énergie mentale. C'est pas la même en tout cas. Ok, alors avant qu'on parle de la pleine conscience, je vais juste citer la fin du chapitre précédent pour qu'on ait fini de couvrir ce qu'on devait couvrir. Donc on a vu les objets de méditation. Euh, on pense souvent que dans la tradition tibétaine, il y a l'image d'un corps de Bouddha ou un objet visualisé, la nature de la conscience ou le souffle, mais on a vu ce matin qu'il y en a bien plus que ça pour développer shamatha. À nous de trouver celui qui correspond et de faire des tests et également de répondre à cette question, comment on peut méditer sur shamatha sur des choses qui sont en apparence multiples, complexes. Donc c'est vrai que le texte dit, pour ceux qui ont un comportement, un comportement, une attitude, une nature assez équilibrée, avec peu d'afflictions, de perturbations puissantes, alors vous pouvez choisir l'objet n'importe lequel. Ça a peu d'importance celui que vous choisirez. En revanche, Kamalashila, un des maîtres indiens qu'on a cités, dit que c'est quand même vachement bien de le faire avec le corps d'un Bouddha. Parce que c'est inspirant, euh, parce que ça nous aide à plusieurs titres pour générer des choses bienveillantes, pour être inspiré. Ça peut nous aider comme une pensée euh, importante au moment difficile. Ça peut nous aider quand on pratique le Vajrayana, etc. etc. Donc c'est sûr que c'est un objet particulièrement mis en valeur dans le bouddhisme tibétain pour cultiver shamatha. On le retrouve dans certains des sutras importants comme le sutra du roi de la concentration, comme étant vraiment un sujet important. Donc, Alors, excuse-moi, mais là, c'est de la visualisation. Alors. visualisation, oui. Pas visuel. On peut commencer par se servir d'une image d'un Bouddha, mais ensuite on passe par une, une création mentale, une image mentale. Une imagination, mais enfin, j'aime pas trop imagination parce qu'on a l'impression que l'objet n'existe pas, c'est juste non, c'est une image qui est contactée à travers la conscience mentale, par opposition à une image qui est contactée par la conscience visuelle. Donc ça, c'est l'objet de prédilection, et je vous ai dit la fois dernière, la raison pour laquelle c'était le cas, que c'est vraiment un objet qui est considéré comme important, c'est que le calme mental s'atteint avec une conscience mentale, pas avec une conscience sensorielle. Une conscience sensorielle seule, elle va finir par saturer. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'esprit a envie d'entrer en absorption méditative, et pour ça, ça veut dire se retirer de l'activité des consciences sensorielles. Parce que quand on atteint le calme mental, on n'est pas du tout conscient des images, des sons, des odeurs, on est absorbé. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un retrait de la conscience dans la conscience mentale, comme quand on fait quand on est en train de s'endormir. Sauf que là, on ne s'endort pas du tout. Il y a ce même retrait des consciences sensorielles, mais vers une absorption méditative plutôt que vers le royaume du sommeil. Et par exemple, si on a du mal avec la visualisation, Oui. il faut quand même essayer, on y arrive petit à petit ou... La méditation sur la bienveillance, c'est aussi une forme de visualisation, mais ça ne passe pas nécessairement par une image visuelle. C'est plus un... C'est mental aussi. Oui, c'est conscience mentale. Et même le souffle, il y a un moment, il faut que ça passe dans la sphère mentale. Oui. Donc, est-ce qu'on doit maintenir à la fois en permanence conscience mentale et conscience sensorielle? Alors, est-ce qu'on doit maintenir à la fois conscience sensorielle, conscience mentale? Faites comme vous, comme ça, explorez vous-même. La pleine conscience peut se travailler sur tout. Pleine conscience de la parole, pleine conscience du corps, pleine conscience de moi qui conduis sur l'autoroute. On peut la travailler sur tout. Maintenant, pour avoir une pleine conscience qui va nous conduire au calme mental, il faut qu'on ait un objet mental.
Mais si ça nous aide au départ d'avoir juste la pleine conscience du corps, de manière tactile, très bien. Et après, peut-être qu'après, on voudra faire une bifurcation vers quelque chose d'hybride où il y a, par exemple, le souffle, plus une forme de visualisation. C'est-à-dire qu'on voit le souffle et en même temps, on imagine de la fumée blanche ou comme si on visualisait les particules d'air. Et au final, après, il y a un moment où l'esprit va, comme là, une tortue qui rentre sa tête, l'esprit va complètement bifurquer dans la sphère mentale. Et ça, on le retrouve même dans la tradition Theravada, où on a ce qu'on appelle un nimitta, qui est un signaki, on médite d'abord sur un objet visuel, et puis petit à petit, on a un signe qui va surgir, qu'on n'a pas forcément demandé, qui est une forme d'apparition dans la sphère mentale, qui est l'objet qui va nous conduire à shamatha. D'accord, parce que finalement, si on est trop absorbé par le mental, du coup on n'est plus en pleine conscience. Alors voilà, ça tu gardes ta question, on va y répondre. Vous avez entendu si ton prénom, pardon, Sylvie disait, mais oui, mais alors si on est trop absorbé dans la sphère mentale, on n'est plus dans la pleine conscience de ce qui se passe autour de nous. C'est ça, hein? Ben oui. Comment on fait alors? Comment on fait? Ouais. Est-ce que la pleine conscience, ça veut dire être conscient de tout ce qui nous arrive? Ok. Ça, c'est important parce que c'est le premier levier dans la pratique méditative. Donc, il va falloir qu'on réponde à cette question sérieuse. Et si tu es absorbé complètement dans le mental et par rapport au corps, Oui. tu es quand même conscient que tu es dans ton corps. Alors, est-ce que tu es conscient que tu es dans ton corps quand tu es en absorption méditative? Bonne question. Je n'y répondrai pas aussi. Parce que ce serait un spoiler. Ok. Donc, ensuite, la prochaine catégorie, c'est maintenant comment produire une stabilisation. Ok. Donc, on en est la pratique proprement dite. Quelle posture Ensuite, on a à la page 3, comment produire une stabilisation méditative sans défaut. Ah non, c'est bien plus loin, pardon. Voilà. Fin de la page 3, manière de diriger l'esprit sur l'objet, la présentation de l'approche sans défaut. Voilà, on en est là. Alors, Tsongkhapa a défini la méthode par opposition à la méthode sans erreur, parce que même s'il vivait au Tibet au XVe siècle et qu'il y avait quand même beaucoup de moines et beaucoup de méditation, il y en a quand même pas mal qui méditaient un peu dans tous les sens, de travers. Donc lui, il a proposé sa méthode, à la fois dans l'explication de la méthode sans erreur et à la fois de la dissipation de méthodes qui ne fonctionnaient pas tant que ça, ou qui fonctionnent un peu mais qui finissent par saturer. Et avant de parler de la pleine conscience, Lama Tsongkhapa commence par la grande image. Il nous dit la concentration qu'on doit accomplir quand on atteint shamatha, elle a deux caractéristiques. C'est quoi ces deux caractéristiques? Cyril? La stabilité et la clarté. Ça, déjà, c'est quand même, c'est pas révolutionnaire, mais à son époque, certains pensaient qu'il n'y avait que la stabilité. Et ils pensaient que la détente, c'était la seule chose qu'il fallait trouver dans la méditation. Lui dit non, il y a aussi une énorme intensité mentale, mais qui est à aucun moment entachée de stress et de tension. C'est à la fois du haut débit mental dans une parfaite relaxation. Ce qui semble un peu deux choses assez irréconciliables. Et vous allez voir la manière qu'il a de le déployer, ce double aspect de la concentration. La concentration que vous accomplissez ici a deux caractéristiques spéciales. La première, c'est une vivacité intense, une intense clarté mentale, d'un côté, et de l'autre, une
stabilité non discursive qui demeure en un point sur l'objet de méditation, qui demeure focalisé sur l'objet de méditation. Ça, c'est le package final. Une fois qu'on a atteint shamatha, on a ces deux caractéristiques. Une intense vivacité mentale, d'un côté, qui fait qu'on peut visualiser des choses comme en rêve, on peut produire un monde, on peut produire un mandala, on peut produire une image de Bouddha avec une immense clarté mentale, comme si on était en haute définition ou en face d'un écran 4K, mais là c'est multiplié. Et à la fois une parfaite stabilité, non discursive. Non discursive, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'analyser à ce moment-là. On est focalisé. Notre esprit est collecté sur l'objet de méditation. Certains ajoutent la limpidité et d'autres ajoutent la félicité, faisant quatre caractéristiques. Mais Tsongkhapa dit non, en fait, ce n'est pas vrai. Parce que la limpidité, en fait, elle est inclue dans la caractéristique de la clarté. Parce qu'en fait, limpide, ça veut dire comme une eau très claire où tout viendrait se refléter à sa surface. Quand on a atteint le calme mental, on peut tout faire apparaître dans l'esprit comme si l'esprit était limpide et qui venait refléter tout ce sur quoi on médite. Vous voyez un petit peu c'est un peu des analogies qui sont difficiles parfois à saisir. Clarté, mais ça veut dire quoi clarté dans l'esprit? Ça veut dire clarté de refléter les choses sur lesquelles on veut méditer. Si je veux méditer sur l'amour, immédiatement l'amour vient s'imprimer dans mon esprit, vient s'être généré dans mon esprit, de manière claire, à la différence de la léthargie dans laquelle je veux méditer sur l'amour, mais alors il n'y a absolument rien qui se passe dans mon esprit. Je dis juste des mots, mais je ne sais même plus ce qui se passe finalement. La léthargie, c'est on a du mal à avoir cette clarté mentale qui vient générer dans notre esprit la chose sur laquelle on doit méditer. Excusez-moi, du coup, il faut avoir une intention. C'est pas juste des choses qui arrivent comme ça dans l'esprit. Ah non, oui, oui. Il faut avoir une intention parce que tu choisis un objet particulier dans la pratique de shamatha. D'accord. Ouais. Donc certains disent que c'est la limpidité, mais là la limpidité en fait elle est inclue dans le facteur de la clarté, et d'autres ajoutent la félicité ou l'extase, c'est-à-dire un bonheur immense à l'intérieur, une expérience et un ressenti extrêmement plaisant. Et Tsongkhapa dit non, ça c'est pas vrai non plus, parce qu'il y a des dhyāna. Qui a déjà entendu parler des dhyāna? Des samadhis. C'est des états de concentration qui n'ont pas cette félicité. Ça dépend lesquels. Le quatrième ne la possède pas, par exemple. Et bon, il y a d'autres distinctions, mais en gros, on ne peut pas dire que c'est la caractéristique de toutes les concentrations, parce qu'il y a des concentrations qui n'ont pas cette félicité, alors même qu'on a déjà atteint le calme mental. Donc en fait, on ne peut pas inclure la félicité comme une caractéristique de la concentration, parce que toutes les concentrations n'ont pas cette félicité. Ça veut dire que c'est neutre. Oui, en fait, on fait un ressenti neutre. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas plaisant. Mais ça, c'est difficile à comprendre. On peut atteindre le bonheur, entre guillemets, avec la paix mentale, ou est-ce que c'est une notion de définition du bonheur, comme tu dis, ou quel est parce que souvent on dit avec la paix mentale, ça y est, on est dans le bonheur. Alors, une des caractéristiques de shamatha, quand on l'atteint, c'est qu'on est heureux dans cette vie. Ouais, heureux. Et alors, mais heureux, ça ne va pas avec félicité? Non, parce qu'on peut être heureux sans félicité. Félicité, c'est un niveau... C'est l'excitation, en fait. Oui, heureux, ça peut être juste un peu la VHS, mais ça peut être aussi le haut débit. Et la félicité, alors là, c'est la fibre optique, mais c'est des tuyaux comme ça. Hein, c'est vraiment des... L'excitation, par définition. Ah non, 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 non. Alors non, la félicité, comme elle est présentée là, elle est complètement libre d'excitation, parce que l'excitation, c'est quelque chose qui a été dépassé complètement. C'est une extase, mais qui est extrêmement stable. Donc voici les deux choses qu'on va essayer de produire dans l'esprit. La
stabilité non discursive et l'intense clarté mentale. Et on va arriver assez rapidement à la pleine conscience. Et en fait, la Matsongkhapa va construire toute sa technique en fonction de ces deux choses qu'on doit essayer d'atteindre, la stabilité et la clarté. Et il dit, le développement de cette intensité vive est altéré dès qu'il y a du relâchement. Et cette focalisation non discursive est altérée tant qu'il y a de l'excitation. Par conséquent, le relâchement et l'excitation sont les obstacles principaux pour accomplir une concentration authentique. Quand on est excité, on a une distraction qui vient nous pousser à l'extérieur vers quelque chose de plaisant. Donc ça vient nuire à la stabilité mentale. Et par contre, on est très détendu, mais on commence à avoir les yeux qui louchent un peu. Et puis on est très bien, on est très en paix, mais tout à coup, il y a un brouillard petit à petit qui s'installe. Et là, on manque de clarté pour essayer de voir ce qui se passe dans la méditation. On perd un peu le volant. On n'est pas en train de s'endormir, mais on perd un peu la conscience de ce qu'il faudrait faire. On ne sait plus distinguer si c'est du relâchement, l'excitation, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, on n'en a plus d'idée. Et ça, c'est un obstacle à la clarté mentale. Ce qui vient un petit peu répondre à ta question de tout à l'heure, c'est que là, on peut générer dans les premières étapes pas mal de relaxation, ce qui est très bénéfique, mais cette relaxation, comme on n'est pas encore à savoir unir le feu et l'eau, et bien là, l'eau, elle va éteindre le feu un peu. Si l'exemple est... En fait, la grande stabilité, la grande relaxation va finir par altérer un peu les capacités cognitives et donc le facteur de clarté de l'esprit. Et au final, on va perdre l'objet. Donc en fait, toute la technique, ça va être de pouvoir produire ces deux éléments qui semblent assez contradictoires dans l'esprit. L'un qui est extrêmement joyeux, vif, qui revigore l'esprit, qui lui insuffle de la force, de la vigueur, et l'autre qui est très calme, très focalisé, très détendu, très en paix. Et nous, on se dit, mais c'est le contraire, ces deux choses. Tu ne peux pas avoir les deux dans l'esprit. Ben si, on peut avoir les deux dans l'esprit. C'est toute la difficulté, c'est de venir produire ces deux facteurs dans l'esprit et que ces deux facteurs cohabitent, en fait. Cohabitent ou se mêlent? Cohabitent. Côte à côte, donc. Non, en fait, ils sont... La concentration, elle est ça, en fait. Elle est ces deux choses-là. Oui, donc c'est plus que cohabiter. C'est que la concentration, elle est, quand elle est accomplie, à la fois très claire et très stable. C'est le mélange des deux. Alors, le relâchement et l'excitation sont des conditions défavorables pour accomplir la sérénité. Dans un prochain chapitre, je vais discuter, c'est le Tsongkhapa qui dit ça, comment identifier ces facteurs défavorables que sont le relâchement et l'excitation, parce qu'on va voir, c'est pas super facile. Hein. Il va falloir faire 2-3 trucs avant de faire ça. Parce que si on fait tout de suite, ok, vous essayez d'observer le relâchement et l'excitation, ça va être difficile. Parce que déjà, vous allez tendre l'esprit pour essayer d'avoir une vigilance, pour reconnaître un truc qu'en fait votre esprit n'est pas capable de reconnaître parce qu'il n'est pas encore assez stable. Donc il va falloir attendre d'avoir suffisamment de stabilité dans l'esprit pour pouvoir faire, semble-t-il, en apparence deux choses en même temps, alors que c'est encore la même chose, mais l'esprit devient de plus en plus efficace. À mesure qu'on développe la concentration, on arrive à percevoir des choses qu'on ne percevait pas du tout avant, sans qu'à aucun moment on tombe dans le multitâche. Multitâche, en fait, c'est on passe d'une activité à une autre. Là, c'est à l'intérieur de la focalisation sur l'objet de méditation qu'on vient commencer à faire des ajustements. Donc c'est pour ça qu'il ne le traite pas au départ. Il le traite ensuite. Comment identifier et dépasser le relâchement et l'excitation. En fait, si on n'avait plus de relâchement et excitation, c'est les deux derniers petits mini-trucs qui vont empêcher l'expérience de shamatha. Mais avant ça, il va falloir créer les étapes pour arriver à ce point. On peut les analyser, les identifier, les dépasser. Alors ici, quand il parle de concentration, on se réfère à
l'attention qui demeure focalisée sur un objet de méditation. En plus de ça, cette concentration doit rester sur l'objet de manière continue. Deux choses sont requises afin d'accomplir cela. Une technique dans laquelle votre attention n'est pas distraite de l'objet de méditation qu'elle a choisi, et deux, une conscience précise qui vous permet de savoir si vous êtes distrait ou si vous êtes sur le point d'être distrait. Le premier, c'est la pleine conscience. Le deuxième, c'est la vigilance. Alors, je vais relire ça parce que ça, c'est vraiment super important, ça. La concentration fait référence ici à votre esprit qui demeure en un point sur l'objet de méditation. La concentration, c'est pas seulement je demeure sur l'objet de méditation, c'est il va falloir que je porte attention à ce qui se passe en périphérie, qui n'est pas du tout de l'ordre de mon objet de méditation. Donc il dit, deux choses sont requises. Une technique dans laquelle votre attention n'est pas distraite de l'objet de méditation que vous avez choisi, ça s'appelle la pleine conscience. Et deux, une conscience précise qui vous permet de déterminer si vous êtes distrait ou sur le point de l'être. Et il cite ensuite un texte de Vasubandhu qui est l'ornement du Sutra Mahayana qui dit la pleine conscience et la vigilance permettent de générer une attention, une focalisation rapprochée parce que la pleine conscience empêche votre attention de s'égarer de l'objet de méditation et la vigilance reconnaît si votre attention est en train de s'égarer. Alors ça, je pense que si on peut juste garder ça et savoir exactement ce que ça veut dire, je pense que dans la pratique, ça c'est vraiment super important. Il faut les deux. Si on n'a que la vigilance, eh ben, on passe sa méditation à se dire « François, tu es distrait là. » Tu vois ? Ouais. Ben là, voilà, encore une pensée, la même chose. Ça tourne en boucle. Ok, ça revient. Ça, on ne peut pas établir la concentration comme ça. Parce qu'on n'a pas d'encre, en fait. Et là, en fait, on professionnalise la rumination, en fait. On en fait un système où on se dit « Ok, ben c'est ça la méditation, c'est observer les distractions. » Voilà, ça y est. Mais comme on va le faire du point de vue d'un esprit qui va sombrer petit à petit dans une forme de négativité, la négativité va permettre aux ruminations de devenir encore plus présentes dans l'esprit, qui va donner encore plus l'impression qu'on est en train de les capturer, comme avec un fil au papillon. Et ça, c'est une boucle sans fin, ça. Ça, c'est... En termes de méditation, c'est catastrophique, ça. S'il suffisait que de ça, ça veut dire qu'on méditerait tous à peu près déjà, hein, quand même. Hein, parce qu'on est tous très portés parfois sur ce qu'on pense, les choses qu'on dit. Ouais, tu vois, voilà. De toute façon, tu n'es pas une personne très, très gentille avec les autres. Voilà, bah tu vois. Je me surprends encore, ça revient. Tu vois, j'avais raison de penser comme ça, puisque ça revient encore. Ça, voilà, et ça revient, et ça devient très très difficile. Si on n'a que la pleine conscience, on va se focaliser sur l'objet de méditation, mais en fait, on ne vient pas du tout traiter les perturbations qui viennent autour. On est simplement focalisé, et on ne va pas du tout reconnaître quand on est distrait, et on ne va pas du tout améliorer la manière dont on se focalise sur un objet de méditation. Nous, ce qu'on a compris tout à l'heure, peut-être qu'on va y venir, mais c'est que la pleine conscience, c'était justement quelque chose de plus large, qui permettait d'embrasser à la fois ce qu'on visait, mais aussi ce qui perturbait. Alors on va le voir, ça, oui. Ouais, ça fait partie de faire la distinction entre les deux. Oui, c'est important. Parce que souvent, ces choses-là sont un peu... Si on n'a que
Oui. Oui. Mais ça vient un peu contredire ce que tu penses de la pleine conscience, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui. Donc là, ce que dit Vasubandhu, c'est la pleine conscience et la vigilance apportent un placement rapproché parce que la pleine conscience prévient votre attention de la d'errer de l'objet de méditation et la vigilance vous permet de reconnaître si votre attention est en train de partir. Donc là, on voit que la distinction déjà en termes d'activité, ce n'est pas tout à fait la même. La pleine conscience est portée à ne pas oublier l'objet de méditation, alors que la vigilance, elle observe en périphérie. Un peu comme un rétroviseur d'une voiture. Oui, c'est l'exemple que j'emploie souvent. D'ailleurs, on commence par la vigilance, on commence par la pleine conscience, et quand on est à l'aise, c'est comme en voiture, on ne commence pas à regarder dans les rétros si on n'est pas à l'aise avec le fait de regarder devant soi. Parce que sinon, ce qui arrive souvent quand je l'enseigne, c'est que les gens ont l'impression de faire deux choses en même temps. Ah ben c'est trop. Soit je fais de la pleine conscience, soit je fais de la vigilance, mais je ne peux pas tout regarder, ça commence à me stresser, ça me perturbe. C'est parce que là, il y a trop de tension dans la pleine conscience, la conscience est trop tendue, et on a l'impression qu'on fait du multitâche. Donc là, il faut asseoir la pratique de la pleine conscience pendant un petit moment, et puis il y a un moment où on va sentir que c'est faisable en fait. Ce n'est pas faire deux choses en même temps. C'est commencer à ouvrir un peu le regard sur des choses périphériques. S'il y a une brèche dans la pleine conscience qui conduit à oublier l'objet de méditation, vous serez alors immédiatement distrait et perdrez immédiatement l'objet sur lequel vous êtes en train de méditer. Par conséquent, le fondement, la base pour cultiver la concentration, c'est la pleine conscience qui n'oublie pas l'objet. Le premier pouvoir de la méditation, c'est la pleine conscience, de ne pas oublier l'objet de méditation. Alors, comment cette pleine conscience se focalise sur l'objet de méditation? Et là, vous vous souvenez, la fois dernière, je vous ai parlé de l'objet minimal. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le souffle, il y a l'inspire, il y a l'expire. On pourrait aller vraiment dans les détails, mais pour commencer la méditation, il faut se satisfaire du souffle un peu à minima. Parce que sinon, on va avoir tendance à vouloir faire de la micro... l'inspire, le début de l'inspire, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, ça on peut le faire dans une méditation de Vipassana, on peut le faire dans une méditation quand on a atteint certaines clartés mentales, mais au départ, on devrait simplement se satisfaire du souffle à minima, ce qu'on appelle l'objet minimal. Et c'est pareil pour une visualisation. Si je visualise Lama Tsongkhapa par exemple, je vais accepter qu'au début, je ne vois qu'une silhouette avec une forme de bras ou une jambe, et même le moment d'après, ça peut changer, mais c'est vraiment quelque chose de très minimal. Parce que si j'ai envie d'avoir plus, alors je vais travailler la clarté mentale, mais je n'aurai pas la stabilité. Et la première chose dans la pratique du calme mental qui va venir s'installer, c'est la stabilité. Parce que pour nous, au départ, c'est très difficile d'avoir la stabilité et la clarté en même temps. Donc en fait, on va dessiner l'objet mentalement pour préparer l'objet sur lequel on va méditer. Okay, la tête, le chapeau, le visage, le mudra, qu'est-ce qu'il a dans ses mains, ok, ça c'est mon objet de méditation. Ok, c'est clair, je l'ai trouvé. Et à partir de là, quand je l'ai dessiné par petites touches, j'ai eu une image assez claire, mais quand je fais une méditation de calme mental, alors j'accepte que l'objet soit complètement minimal, comme une personne qui disparaîtrait derrière une vitre embuée, par exemple ici. Au départ, il est assez clair parce que je le brosse par parties. Je visualise les yeux, j'ai l'impression qu'ils apparaissent. Mais quand j'ai une image d'ensemble, alors l'objet a tendance à disparaître. Comme une personne qui disparaît derrière une vitre embuée, par exemple. Mais ça ne m'empêche pas de me dire, bon, il est encore là, la personne. Si je faisais le test là sur cette vitre embuée, je pars 1 mètre derrière, vous pouvez quand même se dire, c'est François derrière. Hein? L'exemple que je prends souvent, c'est est-ce que vous pouvez me reconnaître si vous voyez juste... Est-ce que vous voyez le corps de François là? Oui?
Non? Attention, hein? Ok, en ligne, vous pouvez me voir, ça va? Vous, c'est différent, ça va être plus simple pour vous parce que je peux disparaître. Est-ce que vous voyez le corps de François, là? Alors, il va falloir que je me couche un peu parce que... Est-ce que vous voyez le corps de François? Vous le voyez, là? Vous êtes sûr? Pourtant, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Hein. Le dos, ma plante de pied. Là, est-ce que vous voyez le corps de François? Oui ou non? Oui, mais est-ce que vous reconnaissez François, là? Oui, voilà, l'ensemble. Ok. En ligne, vous me reconnaissez toujours? Ok. Là, est-ce que vous pouvez reconnaître le corps de François? Oui. Est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a François, là, derrière? Mais il n'a plus de tête. Est-ce que c'est pas le corps de François, ça? Ok. Alors là, si on devait calculer les centimètres carrés de ce que vous avez vu pour être quand même à même de me voir, c'est une fraction seulement de mon corps. Et vous pouvez vous dire, c'est François. Bon, ça va, il n'y a pas besoin de... Et ça, c'est hyper important, la méditation sur une visualisation. La somme de détails qu'on peut voir pour commencer à se dire c'est un Bouddha, c'est une image visualisée, elle est infime. En fait, c'est notre confiance. Voilà, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est derrière la porte. Je vois une silhouette, mais bon, c'est ça. Je n'ai pas la même certitude que quand il est devant moi. Quand l'image visualisée, elle est derrière la vitre, elle ne génère pas en moi la même clarté, mais c'est normal parce qu'au départ, on travaille sur la stabilité seulement. Donc dans la stabilité, l'objet n'apparaît pas aussi clairement. Et on accepte ça. On accepte parce que sinon, on va sans arrêt courir après quelque chose. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est si difficile pour nous, Européens, Occidentaux, de travailler sur des visualisations parce qu'on oublie cette composante-là. On oublie que l'objet, quand on le dresse et qu'on le brosse par partie, peut apparaître très clairement, mais dans la pratique de la méditation de shamatha, pour commencer, il faut accepter que ça dégringole vraiment et on se satisfait de ça. Parce que sinon, on va toujours avoir l'impression de courir et on va avoir l'impression que la méditation ne produit pas en nous une forme de détente. Mais c'est pareil avec le souffle. Vous pouvez méditer sur le souffle. La première partie, j'inspire, j'expire. Vous essayez de percevoir les petites sensations. Mais il y a un moment, voilà, le souffle, il est là. Et je me repose dans cette appréhension. Ok, c'est bon, il est là. Je ne vais pas sans arrêt vérifier s'il est là ou pas. Je sais qu'il est là. Et sur cette base, on peut atteindre vraiment beaucoup plus de stabilité mentale. L'image que tu construis mentalement, est-ce qu'elle vient d'un support visuel existant? Elle peut. C'est une construction mentale, pure, création de ton esprit? Ça peut être les deux. Tu peux te servir de ça, mais en général, on dit qu'il faut voir un objet en 3 dimensions. Là, c'est en 2 dimensions, l'image d'un Bouddha, mais tu peux il est encouragé de la voir comme si elle était réelle en face de toi. Donc, tu peux la créer au départ, oui. Et après l'affiner à partir d'images. Oui, exactement, oui. Alors, comment cette pleine conscience donc se focalise sur l'objet de méditation? Et c'est pour ça que, une fois que vous avez visualisé votre objet de manière minimale, comme expliqué précédemment, générez une appréhension puissante de l'objet qui le maintient étroitement avec votre attention. Mais étroitement, ça ne veut pas dire serré, ça veut dire ok, je commence la méditation, j'ai de la joie parce que je sais que la méditation, peut m'apporter quelque chose. L'objet, il est derrière la porte, je vois qu'une silhouette, mais je m'y tiens. En fait, on peut avoir une forme de puissance dans la méditation et en même temps être très très relax, déjà à ce niveau-là. Parce qu'on a l'effort de le faire, parce qu'on a la joie, dérivée des étapes qu'on a précédemment vues, et en même temps, on sait que l'objet, s'il n'est pas là tout le temps, c'est pas très grave. Ça ne veut pas dire que moi, mon attention a été distraite nécessairement. Une fois que vous avez établi votre attention à ce haut niveau, stabilisez-la sur l'objet sans analyser à nouveau. Parce que si vous analysez à nouveau, vous tombez dans une méditation analytique. Ok. Donc là, c'est déjà hyper condensé, ce qu'on vient de voir, au niveau de ce que ça présente de la méditation de calme mental.
Alors c'est quoi la pleine conscience? Pour moi, c'est être présent à ce qu'on fait. Être présent à ce qu'on fait. Alors évidemment qu'il y a une... À ce que je pense ou à ce que... Voilà, à ce que tu penses, être présent. Quelqu'un d'autre? En ligne, n'hésitez pas à allumer votre micro. Oui? En fait, on a pas mal discuté des acceptions de ce terme et on se disait que dans la méditation, comment dire, un peu grand public, c'était un terme qui était souvent peut-être utilisé pas comme tu nous le définis. Ouais. Dans la méditation grand public, c'est un terme qui est souvent employé, pas nécessairement la manière dont je le présente moi. Voilà. Après, alors, est-ce que c'est bien sati? Sati. Dans le Satipatthana Sutta, c'est sati. Sati. C'est quand même une attention qui n'est pas portée que sur l'objet central, mais qui est portée sur tout ce qui survient dans l'attention. Parce qu'en fait, voilà, la question c'était... Dans le Satipatthana, qui est un sutra de la tradition pali, on n'est pas seulement focalisé sur un objet, mais sur les choses sur ce qui survient. Parce que, par exemple, dans la méditation grand public, Jean-Christophe André, la pleine conscience, c'est en gros tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Dans la méditation, je ne veux pas citer de nom, mais dans la méditation que tu cites, on est attentif à tout ce qui se passe. Voilà. Mais même, par exemple, quand Tishnatan parle de la pleine conscience, souvent, il dit que quand quelque chose survient, par exemple une tristesse, une colère, Quand une tristesse survient, il dit que c'est comme un enfant qu'une mère peut prendre dans ses bras, et que la mère qui prend dans ses bras, c'est la pleine conscience. et la mère Elle est peut comme embrasser. un enfant qu'on prend dans ses bras la tristesse, et la mère qui prend l'enfant dans ses bras, c'est la pleine conscience. Voilà. Donc en fait, ça suggère que la pleine conscience, c'est beaucoup plus large que ce qui reste focalisé sur l'objet. Oui. Donc on est parti là-dessus. Alors, d'où, dans leur groupe, la pression que la pleine conscience était beaucoup plus large que ça. D'accord. Ok. Donc, C'est ce qu'on appelle le vipassana au sens des retraites vipassana. Enfin, c'est une question. Parce que j'ai l'impression qu'entre le calme mental, que tu dis en ce moment, puis le vipassana, on voit, on analyse tout ce qui vient dans le présent, c'est quand même deux choses un peu différentes. c'est assez proche quand même. C'est assez proche. Hein. Oui. Alors, la psychologie bouddhiste va quand même assez dans les détails. Je ne vais pas cacher quand même que l'entendement, comme tu le dis, comme tu le soulignes, de la pleine conscience a vachement évolué. Mais dans tous les textes bouddhistes de référence, et surtout dans les sutras, la pleine conscience est définie comme l'action de ne pas oublier. Alors ça implique certainement qu'on soit conscient de plein de choses pour ça, mais la fonction, l'entité de la pleine conscience, c'est de ne pas oublier. Ne pas oublier quoi? Alors on va le voir, ça, ne pas oublier. Oui, l'objet de méditation. J'imagine. Mais c'est quoi la différence avec l'attention L'attention, en fait, c'est ce qui dirige l'esprit sur l'objet de méditation. Et la pleine conscience, c'est l'attention, c'est ce qui dirige l'esprit sur un objet. Et la pleine conscience, c'est la glu qui fait qu'on ne l'oublie pas. C'est pas l'intention qui dirige vers un objet et l'attention qui la maintient. Là, tu as raison. L'intention, parce qu'en fait, c'est des termes qui ne sont pas très, très facilement traduisibles en français. Même en anglais, intention, ce n'est pas très bon. L'intention, c'est ce qui dirige. L'attention, c'est l'engagement de l'esprit sur l'objet de méditation. L'engagement, mais pas seulement méditation, n'importe quel objet. Et la pleine conscience, c'est ce qui le maintient. Bon, c'est un peu tout similaire, hein, ça se ressemble quand même. Hein. Non, c'est évolutif presque. Comment? Je dirais que c'est presque évolutif. Oui. Dans quel sens? Il y a l'intention, l'attention et après la globalité de la pleine... je ne sais pas si c'est de la pleine conscience, mais... Ouais. En fait, c'est les fonctions d'esprit, l'intention, l'attention, qui sont omniprésentes. C'est toujours là. En fait, pour connaître quelque chose, on est obligé d'avoir mon attention qui est portée sur ce que tu dis et donc mon esprit qui se dirige vers ça. On isole des choses pour comprendre le mécanisme psychologique qui détermine
la cognition, en fait, simplement le fait de connaître. Ça, c'est pour aller dans les détails. Dans la pleine conscience, c'est simplement de ne pas oublier. L'attention, c'est ce qui dirige sur l'objet. L'attention, c'est quoi? C'est ce qui colle. C'est- Ce qui colle. C'est l'engagement de l'esprit sur l'objet de... L'engagement de l'esprit. L'attention, c'est l'engagement de l'esprit. Oui, L'attention. oui, l'attention. L'intention, c'est ce qui dirige l'esprit vers un objet. Mais ça, c'est pas vraiment important dans notre... Enfin, c'est pas vraiment le sujet ici. C'est juste la fonction de la conscience qu'on appelle la pleine conscience, ou la remémoration, ou la mémoire. C'est différentes manières de traduire le même mot, qui est ne pas oublier. Ne pas oublier, qu'est-ce que la pleine conscience? Et ça, c'est Asanga, et on le retrouve dans les sutras également. Au regard d'un objet familier, votre esprit ne l'oublie pas et opère sans distraction. Ça, c'est ça la pleine conscience. Si vous faites le test maintenant, juste de vous focaliser sur votre souffle, faisons le test. On va remonter un peu maintenant. Simplement rentrer en contact avec le souffle. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Et si vous n'êtes pas conscient de toutes les variations du souffle, pas de problème. C'est quelque chose qui vient assez tard dans la pratique de shamatha, d'être conscient de toutes les micro-variations. Simplement, si vous avez une appréhension à minima du souffle, dites-vous, ok, ben c'est ça la pleine conscience. Je n'oublie pas le souffle. Donc on a cette pleine conscience qui, chaque fois que la pleine conscience elle est focalisée sur notre objet de méditation, elle opère, et puis parfois elle s'évanouit, et là c'est l'oubli. Si on est en train de penser complètement à autre chose, c'est que cette pleine conscience a cessé d'opérer. On n'est plus conscient parce qu'on oublie l'objet de méditation. Ok. Alors, là, si on n'utilise que la pleine conscience et qu'on ne se soucie pas du tout des distractions, les distractions, ça va être difficile. Simplement en faisant ça que les distractions, elles s'arrêtent. Les distractions, pour qu'elles s'arrêtent, il va falloir les reconnaître. Il va falloir leur offrir le minimum d'énergie pour qu'elles soient capables de s'amenuiser dans l'esprit,
sans tomber dans le maximum d'énergie qu'on pourrait leur accorder, qui ferait qu'on part dans le film. Si on les accueille avec une Kalachnikov, elles vont adorer. Si on fait rien, elles vont adorer. Le minimum qu'on peut faire, qui est aussi le maximum, c'est de reconnaître leur présence. Reconnaître leur présence, c'est tout. Ça, c'est la vigilance. Et on va voir comment ça se passe. Et en fait, on voit que la pleine conscience sans vigilance, elle va être de faible portée. Là, l'exercice qu'on fait, vous n'allez pas pouvoir tenir très longtemps comme ça. Parce qu'à un moment, voilà, vous êtes distrait, mais vous ne reconnaissez pas la distraction. Vous faites un quart d'heure, et au bout d'un quart d'heure, vous revenez comme ça, on dit « Oh !» Je vais méditer sur le souffle. Ils ne l'ont pas vu, parce que de toute façon, j'avais les yeux fermés, et puis je n'ai pas bougé. Donc, Pour faire en sorte qu'on se focalise, il va falloir trouver l'équilibre entre ces deux leviers, qui sont un peu comme la dérive et la profondeur dans un avion. Pleine conscience, vigilance. Pleine conscience, vigilance. Et ça, allier les deux va vraiment permettre à l'esprit de se focaliser. Donc, avant qu'on fasse et qu'on rentre dans des tests un peu plus en détail, je vais terminer la partie du texte que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui détermine que la pleine conscience a donc trois parties. La première, c'est que l'objet de la pleine conscience, il est familier. Puisque la pleine conscience ne peut pas opérer sur quelque chose qui n'a pas été rendu familier avant. Ok, pleine conscience sur la vacuité, vous êtes prêts ? N'oubliez pas la vacuité. Vous me promettez, hein ? Allez, c'est parti. Électrocéphalogramme plat. Qu'est-ce qu'on apporte à l'esprit, là ? Mais même le souffle, parfois, on ne délimite pas vraiment le contour du souffle. Préalablement, on se dit, bon, le souffle, ça doit être là, mais on ne sait pas vraiment que le souffle, pour le percevoir, il faut sentir des sensations tactiles, que parfois c'est en le voyant, parfois c'est en l'entendant. Si je coupais dans votre corps les consciences tactiles, la conscience auditive et la conscience visuelle, est-ce que vous pourriez percevoir que vous respirez ? Avec le toucher, peut-être. Alors, toucher, c'est conscience tactile. Moi, je pense que oui. Comment ? Non, parce qu'avec la conscience mentale. Alors, avec la conscience... Non, mais avec la conscience mentale, est-ce que tu y arriverais ? D'après ce que j'ai entendu, c'est... Tu aurais du mal, hein, quand même. Hein. Moi, peut-être pas, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est possible. C'est possible, mais tu aurais du mal. Pour commencer, tu aurais du mal, je pense, à méditer. C'est sûr, hein. Ouais, oui. Donc, il faut accepter que pour percevoir le souffle, c'est comme un peu comme on perçoit le vent, on perçoit d'autres choses que le vent. Quand on va au centre de retraite Kalachakra, on voit les drapeaux de prière, on voit le vent parce qu'on voit les effets du vent dans les drapeaux, par exemple. Le souffle, c'est un peu pareil. Pour percevoir le vent, qui est aussi une manière de définir le souffle, vent et souffle sont parfois la même traduction, on perçoit des choses qui ne sont pas le souffle. Sensation tactile de la sensation de mes habits sur mon abdomen, par exemple. Faites le test. Comment vous percevez le souffle ? Grâce à quoi ? Est-ce que vous le percevez parce que vous l'entendez, que vous le voyez, que vous le sentez ? Est-ce que vous sentez de la chaleur dans vos narines ? Donc, quand vous percevez une sensation dans vos narines ou autour de votre abdomen, vous pouvez vous dire « Ok, ça c'est le souffle ». Même si le moment d'après, j'ai autre chose en tête, mais ça reste toujours le souffle.
La sensation froide fait place à la sensation chaude autour des narines. En fait, c'est comme ça qu'on devient familier avec l'objet. Ça, c'est une forme d'analyse. On dit, oh, c'est de l'analyse. Non, si, oui, c'est une forme de méditation de discernement. On vient essayer de savoir qu'est-ce qui constitue le souffle. Et vous allez voir que ça éveille déjà la clarté mentale. Parce que là, on vient dessiner un croquis du souffle. Faisons le test à nouveau. Et votre respiration, vous pouvez aussi déterminer qu'elle est parfois courte, parfois longue, parfois plutôt normale. Là, on génère un peu plus de clarté mentale pour percevoir les variations de durée du souffle, pour devenir de plus en plus familier avec lui. Ok. Et c'est ce que je vous disais ce matin. Si vous faites ça plein de fois dans la journée, même avant de vous dire que vous méditez, vous allez observer l'intensité mentale, la clarté qui est générée. Parce qu'en fait, vous allez avoir ce caractère de certitude de vous dire, au moment où vous inspirez, vous dites ça c'est le souffle. Sans nécessairement que ça passe par la petite voix à l'intérieur de vous qui va vous dire ça c'est le souffle. Mais vous sentez que c'est ça. Vous le savez avec beaucoup plus de clarté, d'intensité. Ça, en fait, quand la pleine conscience, il est présenté qu'elle est produite sur un objet familier, c'est pour nous souvenir des 3 sagesses qu'on a vues la fois dernière. Que la sagesse de la méditation, elle vient d'un objet qu'on a préalablement rendu certain. Parce que pour le souffle, c'est facile, il est là le souffle. Mais si on doit générer de l'amour, il faut que l'objet soit familier déjà. Il faut qu'on ait quand même la capacité à le produire avec le raisonnement. Ça, c'est la première caractéristique de la pleine conscience. Deuxième, c'est sa caractéristique subjective qui est de ne pas oublier l'objet. Subjectivement, je n'oublie pas l'objet. Mon expérience subjective à ce moment-là, c'est que je ne l'oublie pas. Et enfin, sa fonction, c'est d'empêcher la distraction. Empêcher la distraction, c'est la fonction de la pleine conscience. Je ne peux pas avoir la pleine conscience et être distrait au même moment. En tout cas, pas totalement, parce que je vous ai présenté ce matin qu'on peut avoir la pleine conscience et des distractions moyennes. Mais si on a une distraction grossière qui nous fait complètement perdre l'objet, on ne peut pas avoir la pleine conscience qui est sur le souffle, parce qu'on a complètement perdu l'objet. Donc ça peut sembler juste technique, mais en fait, c'est bénéfique pour la pratique de la concentration de shamatha. C'est que si vous commencez à vouloir méditer, faire de votre objet de méditation l'amour, et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas du tout familier, ça veut dire qu'il faut rétablir la familiarisation, il faut revenir à la compréhension de ce que c'est que la bienveillance. Ça veut dire que là, l'objet n'est plus du tout familier. La caractéristique subjective, c'est de ne pas perdre l'appréhension de l'objet. Donc l'inverse de la pleine conscience, c'est la distraction, l'oubli. On oublie l'objet de méditation. Alors quand on traduit la pleine conscience par mémoire, on a l'impression qu'il faut se souvenir de quelque chose, ou que c'est la capacité à se souvenir de quelque chose. Mais moi, je me souviens, si vous me demandez quand est-ce que je suis né, je peux vous dire, je suis né le 23 octobre par exemple. Mais ça, ce n'est pas nécessairement la pleine conscience, tant que je ne m'en souviens pas de manière...
En fait, ce n'est pas juste la possibilité de vous souvenir, c'est le souvenir qui fait que l'objet il apparaît dans votre esprit. Vous voyez la différence? J'oublie pas le souffle parce que je suis connecté au souffle. Donc quand on dit c'est une remémoration, c'est pas je suis capable de me remémorer, c'est je me remémore parce que je suis connecté en temps réel au souffle. Ça c'est pour être plus précis sur pourquoi on définit la pleine conscience en tant que mémoire. On garde à l'esprit. C'est une glu mentale qui vient maintenir dans l'esprit quelque chose. Je maintiens la bienveillance dans mon esprit. Je ne l'oublie pas. Donc comment ça peut se comprendre avec l'entendement un peu plus général qu'on a de la pleine conscience? C'est sûr que la pleine conscience, à mesure qu'on va la pratiquer, on va être conscient de beaucoup plus de choses dans notre environnement. Mais la pleine conscience elle-même, c'est juste de ne pas oublier un objet de méditation. Donc là, on le prend dans un sens beaucoup plus global, beaucoup moins précis, mais dans, par exemple, le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, on parle de la pleine conscience comme une attention qui n'oublie pas, dans une conscience sans jugement sur toutes les choses qui nous arrivent. Alors évidemment que c'est quelque chose qui va être développé à mesure qu'on atteint la concentration, mais si on veut être vraiment précis pour définir comment on délimite le périmètre de la pleine conscience, c'est ça, c'est ne pas oublier. Même si à mesure qu'on pratique shamatha, il y a un moment, de toute façon, on va rentrer en contact avec tout le contenu de nos pensées et que plutôt de les traiter à chaque fois en les jugeant, en rentrant dans le film, on va simplement les laisser passer. On va apprendre à laisser passer les choses. Donc, ça revient un peu au même que dans la pleine conscience, MBSR, où on dit être conscient de toute la sphère de notre expérience sans jugement. Mais sauf que ce n'est pas très précis. Ça manque de précision en fait. C'est vrai, mais ça manque de précision. Oui. Dans l'attention juste qui est une attention discriminante entre ce qui est vertueux et ce qui est non vertueux. Donc en fait, il y a quand même une forme de jugement entre ce qui est bénéfique ou non, et pour peut-être ensuite éviter... Dans quoi, pardon? Je pense que c'est dans le noble sentier au tube. Right Mindfulness, non? C'est pas une... Alors, right Mindfulness, dans les 4 établissements, c'est les 4 établissements de la pleine conscience. Dans l'octuple sentier, le Right Mindfulness, c'est les 4 établissements de la pleine conscience. Sinon, c'est l'intention juste, qui est la bienveillance, l'absence de faire le mal. Je crois qu'il y en a 3. Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais il me semble qu'en fait, en tout cas, il y a une discrimination entre ce qui est vertueux et non vertueux. Ça, c'est la sagesse, c'est la vue correcte. D'accord. C'est pas l'attention qui discrimine les états d'esprit. Non. Il y a la notion de sniper là, qui est très concentrée sur ce qu'il fait. Ouais. Et finalement, ce qu'il fait, c'est pas forcément très bien. Donc c'est peut-être, je sais pas si c'est un peu l'idée que tu as. Mais... Bah, en fait, du coup, moi, c'est vrai que j'avais entendu cet enseignement. L'idée, c'était par exemple de voir les états mentaux et de faire le tri en fait entre ce qui est vertueux. Ça, c'est la sagesse qui fait ça. Ouais. La sagesse, c'est ce qui permet de délimiter ce qui est bon à suivre de ce qui est toxique. D'accord. Mais c'est quand même couplé effectivement à la concentration. Ah, mais bien sûr. En fait, là, c'est juste une des fonctions de la conscience, mais qu'on va pouvoir ensuite conjoindre à de la sagesse, qu'on va pouvoir conjoindre à plein d'autres choses. Hein. Là, on l'isole parce qu'on veut comprendre les mécanismes qui permettent à l'esprit de se focaliser. Ok ? Historiquement, la manière dont la pleine conscience était définie, c'est comme, et là je lis le texte, focaliser votre attention sur l'objet de méditation de cette manière et la contrôler, c'est comme d'apprivoiser un éléphant. L'éléphant, le dresseur d'éléphant, attache l'éléphant à un arbre ou à un poteau avec de nombreuses cordes épaisses. S'il le fait de la manière qu'on lui a appris, tant mieux, sinon l'éléphant a tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Et
l'éléphant est ensuite contrôlé avec le crochet puissant de la pleine conscience, de la vigilance. En fait, la pleine conscience, c'est ce qui va attacher notre esprit, l'éléphant, à l'objet de méditation. C'est pour ça qu'une des meilleures analogies, c'est vraiment dire que c'est une glu. Plus la pleine conscience se développe dans l'esprit, plus c'est difficile de perdre l'objet de méditation. Au niveau 4, on ne l'a plus oublié. Il va y avoir plein de choses, mais on ne peut plus complètement le perdre. On appelle ça une glu parce qu'il n'y avait peut-être pas de glu, super glu, il y a 2500 ans. Donc on prenait l'éléphant et l'équivalent de la glu, c'était la corde. L'éléphant, il ne pourra plus partir. Bon, l'analogie n'est pas super cool pour l'éléphant, mais l'éléphant, c'est aussi l'éléphant de l'esprit complètement indompté. Sauf que pour l'apprivoiser, cet éléphant, il va falloir à la fois une corde et puis à la fois un crochet. Le crochet l'encouche, qu'on appelle l'encouche, c'est un crochet qu'on venait poser à des endroits un peu sensibles de l'éléphant. C'est cruel quand même, hein. Les paupières, alors ça, il n'aimait pas du tout l'éléphant et il obéissait au doigt et à l'œil quand il avait à la fois la corde et le crochet. Et c'est l'analogie qui est prise pour développer la pleine conscience et la vigilance. Juste avec la corde, ça ne suffira pas, en fait. Et juste avec le crochet, si vous décidez de monter sur un crochet, sur un éléphant sauvage qui n'est pas accroché à un poteau, bon courage. Et on peut faire un rodéo sur l'éléphant comme on fait un rodéo dans l'esprit aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Si vous commencez à utiliser le crochet de votre vigilance dans votre esprit sans utiliser de pleine conscience, bon courage. Ça risque de secouer quand même. Hein. Parce que là, on professionnalise la rumination. Donc il faut commencer par l'accrocher, l'éléphant. Et c'est une fois qu'on l'a accroché qu'on va pouvoir monter sur son dos. C'est une fois qu'on a regardé bien la route devant soi qu'on va pouvoir commencer à regarder dans les rétros. C'est la même chose. C'est du bon sens. C'est quand on arrive à tenir un plateau pour un barman, à l'arrêt comme ça, qu'on va commencer à marcher, à regarder s'il n'y a pas des pieds qui traînent. L'activité, d'abord, elle est posée sur l'objet de méditation et ensuite, on apprend à regarder ce qui se passe autour. OK ? On va faire les tests. On a fini sur la pratique, sur la théorie pour aujourd'hui. Et on va voir un petit peu comment le placer après la pause.